Alors, on accueille désormais un invité qui a un parcours richissime. Il était un dirigeant très capé, puis est redevenu un entrepreneur, on peut dire, novice. Il est passé par le monde agroalimentaire avant de reprendre seul une PME dans le domaine du médical. Il va nous expliquer le rôle tout particulier de l'accompagnement dans l'aventure entrepreneuriale. Je reçois Nicolas Frémont. Bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue dans le podcast de l'audace d'entreprendre. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, on va refaire un petit peu ton parcours. Avec plaisir. J'ai envie de dire 2 salles, 2 ambiances. Eh oui. Tu commences dans l'agroalimentaire. Tu commences à Lyon, pas très loin d'ici, chez Centre Service Frais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment commence ta carrière professionnelle déjà ? Ma carrière, en fait, Centre Service Frais était une filiale d'une coopérative normande qui s'appelle Maître Laitier du Cotentin, qui aujourd'hui détient le groupe France Frais. Et effectivement, connaissant le dirigeant à l'époque, il cherchait des profils du type du mien pour envoyer la bonne parole sur d'autres régions. Donc j'ai eu la chance effectivement de commencer ma carrière comme commercial, m'occupant de la collectivité sur Centre Service Frais. Puis j'ai fini quelques années plus tard par être le responsable de la plateforme. Vous faisiez quoi chez Centre Service Frais ? Chez Centre Service Frais, on faisait initialement vente de fromage et de produits laitiers. Ça s'est étendu sur la charcuterie. On a eu le bonheur de reprendre une petite fromagerie lyonnaise que tout le monde connaît, qui est la Mère Richard. C'était un beau souvenir. Mère Richard qui a un lien avec Paul Bocuse ? Oui, c'était la fromagère officielle de Paul Bocuse et c'était la fromagère d'un grand nombre d'étoilés en France. Ça l'est toujours en France et dans le monde entier, puisque effectivement on préparait des petits colis de fromage qui partaient par avion pour les grandes tables mondiales. Excellent, oui, donc déjà un rôle à responsabilité là chez eux. Alors j'étais qu'une petite main ouvrière sur ce sujet-là. Je me suis occupé de l'informatisation de cet outil. C'était un véritable fossé de passer du carnet tripli à l'ordinateur. Mais on a réussi dans à les années 90 du coup ? C'était un petit peu avant, 94, 95, quelque chose comme ça. Ouais. Donc effectivement, un gros passage à l'informatisation avec une responsabilité sur la numérisation finalement de tes métiers, quoi. Tout à fait. Et là, effectivement, on était dans une culture du papier-crayon, d'une manière générale, et il fallait effectivement remettre des process en place, des reconnaissances, des identifications, mettre en place la traçabilité, ce qui était quelque chose d'assez pointu, dont on se disait qu'on n'y arriverait jamais et que ça se ferait jamais. Et puis aujourd'hui... Comme toute innovation technologique, on n'y arrivera jamais, ça ne marchera pas. Et puis... on est en France. Par principe, ça ne marchera pas. Tout ce qui change est toujours très complexe. Ordinateur, Internet, IA, ça ne marchera pas. Je le vis aujourd'hui dans l'univers médical où c'est un peu la même chose. Alors, tu pars de chez Centre Service France, tu arrives chez Transgourmet. Comment ça se passe ? Avant ça, de Centre Service Frais, je suis passé au siège de France Frais qui est à Sainte-Marie-la-Blanche, juste à côté de Beaune. Ok. Pendant 5 ans. Et j'ai été à la fois responsable de la DV France et la DV l'administration des ventes France, et j'ai été aussi grand compte national. J'avais des clients de Caen à Marseille, et ce qui me permettait d'avoir un lien, et j'ai eu quelques chantiers puisque j'avais ce côté très terrain. Notamment la reprise entre Noël et le jour de l'an pour le groupe Elior de 1000 restaurants en région parisienne. Donc on sait, ça a été C'est ce qu'on disait, c'est pas assez de bonnes fêtes là. Ouais, mais ça s'est fait dans une bonne ambiance. Ouais. Et beaucoup de simplicité et de convivialité, c'est la manière dont je préfère travailler. Alors tu as travaillé exclusivement jusqu'ici dans ton parcours en B2B. Tout à fait, Donc tout à fait. Et puis après ça, donc de France Frais, je suis passé à la plateforme Transgourmet de Beaune, que j'ai dirigée pendant 7 ans. On peut rappeler ce que fait Transgourmet peut-être ? Transgourmet, c'est tout ce que j'ai dit avant, plus le surgelé, plus le sec, plus les produits d'hygiène. C'est la solution clé en main pour les restaurateurs, en apportant tous les services possibles. On va dire maintenant, en un seul clic, on peut avoir tous les éléments dont on a besoin.
Vos clients, c'était les restaurateurs, c'est pas forcément les GMS, c'est pas la grande distrie? Alors, chez Transgourmet, pas de GMS. Chez France Frais, il y avait de la GMS. Ok. Chez Transgourmet, pas de GMS. Essentiellement de la restauration, tant collective que grande table. Ouais. Donc effectivement, j'avais dans mes clients aussi bien des macarons Michelin que des cantines scolaires. Ah, et super. effectivement, c'était de très bons moments et c'est des choses qui me manquent parce qu'effectivement, c'est des métiers d'hommes, mais dans le sens humain Oui, du oui, je terme, comprends, où ouais. effectivement avec un contact très très fort. Ben, c'est ce que j'allais te dire. Finalement, tu côtoyais déjà des entrepreneurs que sont les restaurateurs. Qu'est-ce que tu aimais chez eux? Qu'est-ce que tu aimais dans ce lien de professionnel à professionnel? Comme dirait mon fils, le côté cache-pistache. C'est-à-dire qu'effectivement, un restaurateur, quand ça va bien, on est invité à déguster en cuisine sur le bord du piano. Oui. Quand ça va pas, on peut être sorti manu militari, donc effectivement, mais globalement... Un peu franco de porc, quoi. Un peu. Ouais, c'est plutôt des positionnements un peu engagés, un peu virils, on va dire. Ouais. Sans connotation quelle qu'elle soit. Mais par contre, effectivement, c'est de belles amitiés. Moi, j'ai encore la chance sur mon périmètre d'avoir un nombre de chefs qui sont des amis et qui sont restés des amis et même qui sont partis très très loin et avec une table ouverte un peu partout. Parce qu'effectivement, c'est du réseau, c'est de la communication, c'est de la proximité. Et aujourd'hui, ce que cherchent les gens, c'est effectivement des solutions. On nous complexifie tellement les choses aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir des caisses à outils avec des réponses. Ce que veulent les gens, c'est uniquement des réponses. On en parlera tout à l'heure, effectivement, le problème franco-français de la complexité, mais on a trouvé une solution à ça, on en parlera tout à l'heure. J'aime bien ce que tu dis dans, finalement, l'authenticité, la franchise du décideur. C'est ça qui t'a plu chez eux aussi Oui, en fait, moi, dans les souvenirs les plus fabuleux que j'ai eus, c'est un jour pour un dossier qu'on pensait ne jamais prendre, qui est un endroit que les Bourguignons connaissent bien, c'est le château du Clos Vougeot. Un petit endroit, pas très connu. Voilà, on a commencé à 9h du matin avec l'ancien chef. On a de 9h à midi et demi. C'était l'épreuve du feu, c'est-à-dire qu'il a essayé de voir, entre guillemets, comme on dit vulgairement, ce qu'il y avait sous le capot. Ouais. Donc on a commencé par manger C'était ça le test, c'est savoir qu'est-ce que tu peux manger. Des Saint-Jacques, arrosés bien évidemment, parce que sinon ça serait pas drôle. Et on a fini par de la cuisson d'un produit qui est absolument fabuleux, qui est la cigale, qui est un produit qu'on pêche essentiellement en Méditerranée, tout simplement. Et effectivement, le dossier qui était imprenable, grâce à cette simplicité et cette convivialité, ça a fonctionné. Ça a fonctionné et ça a été un client important pour nous. Je ne sais plus aujourd'hui, parce que ça fait maintenant trop longtemps que j'ai quitté Transgourmet, ça fait 7 ans, donc je ne sais plus où ils en sont sur le dossier. Alors, c'est très drôle ce que tu racontes, l'épreuve du feu par l'épreuve de la table. Ça, c'est très franco-français. J'ai appris un mot il n'y a pas très longtemps, la gastrodiplomatie. Ouais. Le gastro-business, on peut dire aussi. En France, ça passe beaucoup par la table, par est-ce que tu es capable de me suivre si je mange ça? Est-ce que tu es capable de... Alors, ce qui est très très drôle dans cette nouvelle étape de ma carrière professionnelle, c'est que c'est quelque chose que j'ai fait aussi dans le médical. C'est-à-dire que le médical aujourd'hui, les fournisseurs, c'est plutôt assez coincé dans le fonctionnement. Alors moi, c'est quelque chose qui m'exaspère. Et comme on a l'avantage dans ma nouvelle vie d'avoir des outils à visiter qui sont assez exceptionnels, ça se passe toujours en disant on prendra rendez-vous vers 10h30 et je vous garde à déjeuner. C'est aussi une belle mise à l'épreuve pour moi pour savoir si oui, tu peux c'est éprouver... des gens que je vais gérer dans la durée. Puis commercialement, ça se sait. Un entretien commercial, c'est jamais 1h30 où on parle de ce qu'on sait faire. Sinon, on perd les gens tout de suite. Il faut aller sur d'autres chapitres pour arriver effectivement à répondre aux attentes et pouvoir se développer correctement. C'est marrant, je me souviens d'une pub Minitel dans les années 90 et vous voulez tester la solidité financière d'une entreprise, tapez le 3615 code entreprise.
Aujourd'hui, il faut tester la solidité des estomacs de tes prospects et ça marche aussi par là, quoi. C'est pas que les prospects, c'est aussi valable pour les... c'est valable aussi pour les fournisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système où on se déconnecte complètement de l'être humain, ce qui est une ânerie. C'est aussi ce qui m'a passionné sur ma deuxième partie de carrière. Effectivement, quand, pour des raisons personnelles, j'avais été confronté à un certain nombre de difficultés qu'on peut avoir quand on a un être cher qui est malade. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute d'autres manières de voir les choses. Donc j'ai eu cette opportunité-là, ça a été la suite de ma carrière. Alors on en vient, tu as 50 ans, tu quittes Transgourmet. Oui. Et tu vas te tourner vers Medical Planet. On le disait, 2 salles, 2 ambiances. Qu'est-ce qui te fait quitter finalement un grand groupe où tu étais salarié de fait? Oui, le salariat structuré, avec des revenus des reins solides, assez confortables, une situation confortable. Ouais. Confortable. Alors il y a plusieurs possibilités. On peut dire que c'est la crise de la cinquantaine. Ça marche. Il y en a à tous les âges, 30, 40, 50. Oui, non, mais en fait, des crises, il y en a tout le temps. Oui. C'est la manière dont on les gère. Soit on se dit, oui, ça fait des années que je fais pour les autres, puisque j'ai commencé comme commercial et puis j'ai été chercher les étapes les unes derrière les autres. Ouais, tu as brillé pour les autres, quoi. Et de se dire, est-ce que je suis capable de le faire pour moi ? J'ai eu la chance effectivement de rencontrer mon associé qui m'a donné l'opportunité de pouvoir faire ça. Donc ça c'est topissime. On peut le mentionner, ton associé ? Oh non, je vais le laisser dans l'ombre pour l'instant parce que c'est quelqu'un qui aime bien être discret. Donc, mais qui fait partie intégrante de ce projet-là en tout cas. Oh, et c'est quelqu'un qui est à la retraite et qui est... À l'heure actuelle, je ne suis pas chez Medical Planet. Lui, il y est pour pouvoir préparer un certain nombre de choses en complément. C'est une belle complémentarité. Moi, j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai un associé qui est devenu un ami. C'est beaucoup plus simple que d'avoir un ami qui devient un associé. Ça finit en autre boudin. Rarement très correctement. Oui, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est sûr. Qu'est-ce qui t'amène chez Medical Planet finalement ? C'est une opportunité ? C'est parti du fait un jour où j'étais en visio avec quelqu'un du siège de Transgourmet qui me développait un projet qui me semblait très difficilement réalisable. Et je lui ai dit, écoute, sans doute, tu as raison. Par contre, techniquement, je ne vois pas bien comment on va y arriver, mais les portes de Bourgogne sont ouvertes, donc je t'attends pour que tu viennes me montrer. Moi, je suis toujours assoiffé d'apprendre. Et là, il m'a répondu, donc c'est quelqu'un qui avait un petit peu moins d'expérience que moi. Il m'a dit, mais que les choses soient claires, moi je suis là pour avoir des projets, toi tu es là pour les réaliser. Je pense qu'il aurait été en face de moi. Ça partait. Je pense que j'aurais eu des problèmes de coups et blessures, c'est sûr et certain. Donc là, j'ai décroché pendant quelques jours en disant c'est simple, c'est où je trouve une autre solution, où je pense que je vais réaliser un homicide. Donc je me suis mis en off. C'était la phrase de trop, quoi. Oui, c'était aujourd'hui... je la lierais à la politique actuelle, c'est-à-dire qu'on a des grandes idées, mais on ne sait pas comment on va les réaliser. La seule problématique aujourd'hui, on ne peut réaliser qu'à partir du moment où on a une parfaite maîtrise de ce qui se passe sur le terrain. On ne peut maîtriser qu'à partir du moment où on écoute. On pense souvent que le commercial, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, ce que je fais depuis quelques minutes, mais en l'occurrence non, c'est surtout quelqu'un qui écoute et qui observe énormément. Donc voilà, j'avais une vision de ce métier. Medical Planet était une très très belle entreprise dont son ancien dirigeant avait fait une petite merveille, puisqu'il avait, ça a été le premier en Europe à obtenir une certification RABC. Donc ça c'est assez... C'était sur la désinfection. C'est la désinfection du matériel. Alors la certification RABC, vu mon anglais, je vais éviter de vous donner la terminologie exacte. Mais en l'occurrence, c'est la désinfection du linge hospitalier qu'il a appliqué à la désinfection des matelas anti-escar, produit super glamour, puisque l'essence de Medical Planet, c'était ça. Et à cette époque-là, sont apparus... alors ça
très bien fonctionné. C'est une entreprise beaunoise qui s'est bien développée. Et sont apparues les grandes centrales, UGA, Presa et j'en passe et des meilleurs, qui sont venus révolutionner un peu tout ça, donc privant le côté local de la possibilité de répondre à des dossiers. Et d'écoute, du coup, d'écoute de proximité. Oui. Aujourd'hui, les centrales ne sont pas faites pour écouter les difficultés d'exploitation. Elles sont là pour pas agiles, Elles sont absolument pas agiles, et elles sont pas là pour développer ça, c'est pas leur culture. Aujourd'hui, les centrales, elles sont là normalement pour apporter un prix et je voyais un reportage il y a 2 jours sur TF1 où effectivement un certain nombre de collectivités se désengagent des centrales parce qu'elles payent à peu près 3 fois plus cher par les centrales. Effectivement. Qui explique que c'est pas... C'est normal parce qu'il y a des études et ainsi de suite. Donc, alors ça marche sur les centrales, puis ça marche aussi sur le matériel de bureau. Je ne sais pas si tu as vu. C'était oui, c'est ça. C'est les fauteuils de bureau. C'est un fauteuil de bureau. Une machine à café aussi. Oui, ça vaut 300 euros. 3 fois plus cher. Et ça vaut, on le vend 1200, 1500 parce qu'il y a eu un contrat de référencement. Enfin, c'est complètement ubuesque, mais c'est pas grave, c'est de l'argent public. Alors finalement, tu passes d'un très grand groupe, d'un giga groupe même, à quelque chose, je le ressens, de beaucoup plus local, de beaucoup plus restreint, de beaucoup plus agile. Mais c'est pas le même domaine. Je passe... Alors c'est une vraie mise en danger, dans le sens où je passe on se le dit souvent d'ailleurs avec mon associé, si j'avais fait du fruit et légumes sur Beaune, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Oui. Parce que ça aurait été beaucoup plus facile. Donc il faut réapprendre ce métier, il faut réapprendre la mécanique, il faut communiquer avec des gens qui ne sont pas obligatoirement des grands des grands communicants. Quand on regarde l'univers médical est un univers plutôt très fermé. Donc il faut apprendre ça, il faut apprendre les produits, découvrir. Et puis en 7 ans, on a quand même réussi à de belles opportunités, belles réussites. Il y avait un seul magasin, aujourd'hui il y en a 4. Oui. On a reconstruit complètement notre siège. C'est ça, à Beaune. Hein. À Beaune, en tenant compte des obligations actuelles, en faisant attention au développement durable. En termes d'économie d'énergie, on a vraiment repensé le fonctionnement et je pense que ça serait à refaire aujourd'hui. On le repenserait encore différemment parce que effectivement, les gens qui m'ont accompagné dans ce projet m'ont habitué depuis très très longtemps à être à l'écoute. Et pour un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est toujours un peu délicat, surtout avec la législation française, d'être puissant dans sa réflexion, ou alors il faut pas dormir et être en permanence en veille permanente. Il y a beaucoup le mot écoute qui revient, c'est vraiment le mot-clé, j'ai l'impression, du dirigeant. Savoir écouter, écouter certainement pour comprendre et pour s'adapter aussi aux besoins du marché, très certainement, beaucoup plus facilement que si on fonce tête baissée, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut être à l'écoute, il faut être observateur, il faut être en veille permanente, il faut prendre des risques de temps en temps. Il faut aussi donner la chance aux autres de pouvoir développer des réflexions différentes. Et puis, il faut savoir se faire accompagner de manière cohérente. Aujourd'hui, moi, si j'avais pas eu la chance d'être soutenu par une structure pour mon lancement de projet, je n'y serais jamais allé. Commercialement, j'étais pas très inquiet. Il fallait que je découvre un nouveau système. Ça s'est fait, mais ça a quand même pris 2 ans pour arriver à maîtriser à peu près ce qui se passait. Et puis, il y a la multiplicité du bonheur du chef d'entreprise. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il doit avoir des compétences RH, il doit avoir des compétences financières, il doit avoir des compétences commerciales, sur des le compétences terrain de marketing. Il doit avoir... je ne connais pas de gens qui aient toutes ces compétences-là. Et pour une PME, alors un grand groupe comme Transgourmet, on s'offre. Oui, ils le font en interne. On s'offre la compétence. En interne, oui. Aujourd'hui, une PME, à l'époque, il y avait 8 collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a 17.
On n'a pas les moyens d'avoir une responsable RH, on n'a pas les moyens d'avoir un avocat. Le service juridique. Le service juridique, et puis on sait qu'un avocat travaille à son rythme et ainsi de suite, ce qui peut freiner l'entreprise dans son développement. Donc il faut trouver des partenaires de choix pour ça. Et j'ai la chance depuis 7 ans d'avoir un partenaire exceptionnel sur le sujet qui m'a accompagné avec sa vision 360. Alors parlons-en, évidemment que je voulais en arriver là, c'est aussi André Le Groupe, c'est eux qui vous ont accompagné dans ce projet-là. Ça marche comment? C'est de la première étape jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui? Comment on fait? Vous poussez la porte et vous dites j'ai envie de racheter une entreprise, on fait comment? Ça a été un petit peu plus complexe que ça, mais en l'occurrence, j'avais un ami qui travaillait chez André Le Groupe et j'ai demandé à rencontrer un des experts comptables en disant voilà, un peu pour reprendre un slogan, pas celui du Minitel, mais à une époque on disait en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ouais, des idées. Donc j'ai une idée, mais vous n'avez pas de pétrole non plus en l'occurrence? J'ai pas de pétrole. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et je pense qu'il y a une vraie révolution à mener avec un regard différent, avec un accueil différent, avec une écoute différente et surtout avec une gestion différente. Je pense qu'on peut arriver à un certain nombre de choses intéressantes. Donc effectivement, il y a eu toute la partie analyse des comptes de cette structure. Donc là, c'est quoi? C'est des réunions? Vous allez chez eux? Vous établissez... C'est une réunion sur laquelle on déshabille complètement la situation financière. Okay. On commence à se mettre en projection des capitaux qu'il va falloir mettre sur la table pour pouvoir se porter acquéreur. Ouais, vous êtes dans le technique, quoi. Avec eux, là, on est dans le dur. Voilà, c'est ça. Dans l'opérationnel, quoi. Dans l'opérationnel. Alors, des choses que j'avais vues, effectivement, dans ma carrière, mais pas de manière aussi fine. Donc ça, c'est le premier schéma. Après, effectivement, il faut construire la reprise juridiquement. Donc là encore, j'ai Sébastien qui a fait un travail exceptionnel sur la structuration, parce qu'il y a effectivement ceux auxquels on peut penser et il y a tous ceux auxquels on ne pense pas. Et effectivement, il a été très pointu, très affûté en disant attention, clause de sauvegarde sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et depuis, c'est systématiquement André Le Groupe qui nous accompagne dans tous nos choix. Ok. Systématiquement. Donc effectivement, construction, signature, reconnaissance, parce qu'à l'époque, il y a une époque où c'était plutôt les notaires qui faisaient ces transmissions d'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les juristes peuvent le faire à partir du moment où on réunit toutes les choses nécessaires. Ils m'ont accompagné sur tous les enregistrements. Ce que tu disais, accompagnement vraiment 360, c'est-à-dire sur tous les aspects. C'est vraiment une vision 360, c'est accompagnement avec tous les déclaratifs. Et Dieu sait qu'en France, les déclaratifs... On en revient toujours au même problème. On parle d'un guichet unique depuis très longtemps. En fait, moi, le guichet unique de Medical Planet, il s'appelle André Le Groupe. Voilà. J'ai une expert comptable auquel je dis Monica, j'ai un souci, tu en penses quoi? Écoute, je te fais rappeler par... Aujourd'hui, André Le Groupe gère toute la partie RH. Ils sont dans une veille permanente et on a les réponses qui nous vont bien. Et l'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils vont même, entre guillemets, lever les lièvres d'évolution de législation qu'on ne peut même pas voir, parce qu'il y a une telle masse d'informations quotidiennes que c'est juste pas possible. En tout cas, moi, j'en ai pas la possibilité. Et puis, il y a de l'accompagnement donc, sur la partie RH, sur la partie juridique. La partie RH, quand ça va bien et que c'est du recrutement, avec tous les enregistrements que ça nécessite. Et puis la partie RH quand ça va pas bien et l'accompagnement des collaborateurs pour pouvoir les accompagner et les soutenir le plus correctement possible, parce que ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise. Et puis on a été aussi avec Jean-Baptiste jusqu'à la création d'un site internet pour pouvoir montrer notre savoir-faire. Il y a aussi les services digitaux. Oui, donc finalement ça te permet d'avoir les mains plus libres, finalement, de ne pas te soucier de la paperasse. C'est un peu con à dire, mais tu sais que ça c'est assuré. Et tu peux te concentrer sur tes vraies missions, d'aller chercher du marché, de faire du relationnel, d'être à l'écoute. Moi, je dis très souvent que les collaborateurs d'André Le Groupe
sont des collaborateurs de Medical Planet délégués. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la partie RH, on ne va pas appeler Madame Untel, on appelle Chloé. Ouais. Sur la partie juridique, c'est Sébastien. Il y a une vraie proximité, une vraie écoute. Et surtout, ce qui est le plus intéressant dans la culture qui a été initiée par ces créateurs, que ce soit Michel ou Jean-Claude, André, c'est le fait que le dirigeant reste le dirigeant de l'entreprise. C'est toi qui décides in fine, quoi. Ils sont force de proposition. Ok. S'il y a des risques, on est en face de nos responsabilités et on prend la décision. On prend la décision. C'est ce qui est effectivement... Le patron reste le décisionnaire final. Le patron et effectivement, aujourd'hui, recruter, ça devient extrêmement délicat. Donc on continue de le faire sur un certain nombre de choses, mais c'est aussi des sujets sur lesquels ils peuvent nous accompagner. Moi, j'ai souvent agi sur les réseaux et puis je l'ai dit, j'accorde beaucoup d'importance à l'écoute et à l'observation. Donc pour l'instant, les recrutements, j'arrive encore à gérer ça avec mon propre feeling et mon expérience et mon expertise. C'est ce que tu serais allé dans cette reprise d'entreprise sans être accompagné, alors que ce soit par ton partenaire aujourd'hui, mais tout seul, c'est impossible, on est d'accord ? Je pense que tout seul, c'est impossible. Ouais. Il y a des formations qui sont intéressantes pour ce genre de choses, de gros capages, on va dire. Le seul problème, c'est que quand on est très capé, saleté de téléphone, quand on est très capé, c'est magnifique, sauf qu'il manque une chose, c'est l'expérience et l'expertise du terrain. Donc là, effectivement, l'avantage de cette solution-là, c'est d'apporter, entre guillemets, le casier réponse en disant voilà toutes les solutions possibles. Et derrière ça, vous êtes le dirigeant, c'est à vous de prendre la décision, de prendre la responsabilité et de savoir où vous allez aller. Ouais. Et de quelle manière vous allez le faire. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une boîte à outils. Oui, j'aime bien ce terme finalement, une boîte à outils qu'on peut ouvrir et aller chercher l'outil qui va correspondre à nos besoins. Aujourd'hui, c'est effectivement en permanence la possibilité, avec mon expert comptable, de dire j'irai bien là-dessus, mais j'ai un doute. Et de dire, écoute, appelle un tel, je te fais appeler par un tel, et ça déroule. Je pense qu'aujourd'hui, personne, hormis si on reprend un très très gros groupe qui a déjà sa structure, mais pour une PME, effectivement, il faut être accompagné, soutenu, et avec des outils. Leur arborescence est aussi fait sur une indépendance de chaque service. Ouais. Donc effectivement, ça permet aux uns et aux autres patrons de leur entité ou de leur service, de pouvoir effectivement de développer les choses. C'est impossible pour un chef d'entreprise aujourd'hui de ne pas être accompagné par des structures comme ça. Il manque toujours quelque chose. Moi, je le vois avec des amis qui ont un expert comptable. Pas de souci de comptabilité, pas de problème d'expertise. Mais par contre, s'il faut aller chercher un avocat, ça devient plus compliqué. S'il faut aller chercher de l'intérim, c'est entre guillemets une négociation sur tous les sujets pour trouver la meilleure opportunité. Voilà. Aujourd'hui, moi, mon plus grand confort, c'est de me dire que j'ai toutes les solutions. Voilà. J'ai toutes les solutions. Je les prends ou je les prends pas. De temps en temps, je les agace un peu parce que je dis non, ça, c'est ma chasse gardée, je vais le faire moi. Bon, effectivement, ils font aussi leur travail. Il faut avoir gardé le plaisir d'être patron quand même à un moment donné. Bon. Oui, et puis il y a des sujets sur lesquels l'entrepreneuriat, je vais y arriver, c'est aussi un travail de réseau. Donc, c'est ce que j'allais te dire, c'est que tu parles beaucoup d'accompagnement, mais je crois, on me dit dans l'oreillette aussi que tu es un homme de réseau, et que le réseau est aussi important que l'accompagnement dans l'entrepreneuriat.
Mais je pense que le réseau est important, il faut le sélectionner intelligemment pour pouvoir effectivement le mettre au service, mais un réseau, quand il est bien fait, il nous apporte beaucoup, mais on lui donne aussi énormément. Oui. Et ça, on a trop tendance dans les réseaux à avoir des gens qui viennent chercher de l'information, mais qui ont du mal à la redistribuer. À la rendre, oui, à la retourner en retour. Donc, être accompagné, avoir du réseau, oser, prendre le risque. Finalement, c'est les clés de tout entrepreneur et on est à l'audace aujourd'hui. C'est ça, tu parlais de boîte à outils, c'est ça la boîte à outils d'un entrepreneur qui au moins qui tente et qui peut réussir. Oui, je pense que... Et puis, il faut se dire que, d'une manière générale, aujourd'hui, seul, on n'est rien. Ouais. On ne peut faire avancer. Medical Planet, c'est pas son dirigeant, c'est son équipe. C'est le fameux adage seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un peu ça. C'est ce qui se passe. Ouais. C'est ce qui se passe d'une manière générale. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la capacité à se dire là, je sais pas, mais je vais m'entourer, je vais écouter. Les plus grandes idées chez Medical Planet, elles sont venues des collaborateurs. Ouais. Nous, on s'est contenté uniquement d'adapter ce qu'ils vivaient dans le quotidien en les écoutant. Les nouveaux marchés, 9 fois sur 10, c'est nos clients qui nous les ont apportés parce qu'effectivement, ils avaient des problématiques, ils nous en ont fait part et on leur a trouvé des solutions le plus efficaces possible. C'est comme ça aussi que je définis Medical Planet, c'est une caisse à outils, vous avez des problèmes, à nous d'avoir des solutions, c'est le bonheur que j'ai trouvé effectivement avec André Le Groupe. Moi j'ai des problèmes et eux ont très souvent des solutions. Il y a combien de collaborateurs chez Medical Planet aujourd'hui ? Aujourd'hui il y en a 17. 17 pour chiffre d'affaires que tu partages ? Un petit peu moins de 2,5 millions d'euros. Et je crois que dans les collaborateurs, il y en a un tout particulièrement qui est important, c'est Vasco. Oui, alors Vasco, peut-être ça aussi on peut terminer par là, le rôle, on parlait de rôle de l'accompagnement, du réseau, du risque, etc. Mais le rôle du chien dans l'entreprise, s'il te plaît. Oui, Vasco. Alors Vasco n'est pas le seul chien de l'entreprise. C'est vrai, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a même un troisième qui vient de temps en temps. Il y a aussi Choupi, qui est une petite chienne japonaise, une Shiba Inu. Vasco est un Golden Retriever. Aujourd'hui, Vasco, c'est aussi celui qui peut apporter du déstressant. Parce que c'est une patte, parce que c'est un câlin, autant à son maître qu'à ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'il sent quand les gens sont tendus. Oui, bien sûr. Il va mettre un coup de tête pour avoir une caresse parce qu'effectivement, cette présence fait du bien. Donc chez nous, les chiens sont là à jet continu. Tu me disais, tu recommanderais presque aux entrepreneurs de s'équiper, c'est pas un équipement, mais d'être accompagné par un chien tous les jours parce que ça fait du bien, ça soigne et... Alors, ça fait du bien, ça oblige l'entrepreneur à décrocher. Oui. Parce qu'à un moment donné, il a besoin d'attention, il a besoin d'aller se promener. Donc ça oblige à déconnecter. Donc effectivement, c'est quelque chose d'intéressant et surtout, c'est d'une grande richesse. C'est-à-dire que moi qui ai vécu des moments un petit peu plus complexes il n'y a pas très très longtemps, les deux chiens ont été à mes côtés en permanence en mettant des petits coups de tête en disant on est là, on est avec toi. Ça re-ancre dans le réel. Ouais, et puis c'est aussi un vecteur de communication super intéressant. On a des clients, que ce soit sur le magasin de Monceau ou sur Beaune, qui quand ils rentrent dans le magasin demandent si les chiens sont là. Et il se trouve que Vasco est aussi éduqué, il sait ce que ça veut dire que d'aller dire bonjour et au revoir tous les matins. Tous les matins, il fait le tour des bureaux pour dire bonjour à tout le monde et tous les soirs, quand tu dis c'est bon, on est parti, il dit au revoir à tout le monde. Ce que l'être humain peut avoir de temps en temps un peu l'habitude. Tendance à oublier. D'oublier, ouais. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Nicolas. C'était extrêmement riche, des univers bien différents. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Et puis, on te laisse terminer la journée sur les ateliers pour découvrir d'autres entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis, échanger entre patrons, quoi, finalement. Merci beaucoup. Merci, Marie. À bientôt. À bientôt.